Sur cette deuxième journée de la première édition du Salon Expert Trans. Dans un environnement législatif en constante évolution, il est essentiel pour les employeurs de se tenir informés des dernières actualités juridiques. Aujourd'hui, nous vous proposons, en compagnie d'Ophélie Mar, responsable juridique, et Ilona Sénécal, juriste en droit social chez Trans Région Service, un tour d'horizon des récents changements en matière de droit social, ainsi que des meilleures pratiques pour une gestion optimale de vos ressources humaines. Que vous soyez concerné par la réforme du compte personnel de formation, les nouvelles obligations en matière de traçabilité des expositions aux produits chimiques ou les évolutions sur les congés payés, cette session fournira les clés pour mieux naviguer. Merci de votre présence ici ce matin. Avant de laisser la parole à Ophélie et Ilona, eh bien, j'ai ici à ma gauche Samuel Neuville, représentant délégué régional de Normandie, représentant la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers, une organisation ici en Normandie qui regroupe plus de 45 entreprises adhérentes, il nous en dira un petit peu plus juste après, plus de 3500 véhicules également et 4000 salariés. La FNTR est un partenaire essentiel. Je vous demande de l'accueillir également chaleureusement. Ah oui, merci. On a un public ce matin. Chaud bouillant. Samuel, c'est à toi. Tu n'es pas venu les mains vides. Peut-être avant de nous dérouler tout ce que tu nous as prévu, qui es-tu? Et puis, parle-nous de la FNTR. Voilà, c'était un peu l'idée. Merci Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Samuel Neuville. Je suis le délégué pour la région Normandie de la Fédération nationale des transports routiers. C'est une organisation professionnelle, c'est l'organisation la plus représentative dans le secteur du transport et de la logistique. Et je dis quelques mots d'introduction parce que l'idée c'est de laisser la place aux experts et donc que Ilona et Ophélie puissent vous apporter un petit aperçu de toute l'expertise et toutes les connaissances qu'elles mettent à disposition des transporteurs. J'ai fait quelques slides rapidement pour vous dire ce qu'est la FNTR Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je le disais, syndicat Fédération nationale des transports routiers, syndicat professionnel, avec quelques grandes missions. La première, c'est de mettre en avant le transport routier. C'est pas toujours facile dans l'environnement qui est le nôtre. Les dirigeants le savent bien, et les équipes également. Donc, c'est vraiment un rôle de porte-drapeau qu'on a. Et ça, on est très attaché à le faire. Donc on le fait au niveau local, mais on le fait aussi au niveau national, parce qu'on a une équipe aussi sur Paris qui est en relation avec les ministères et les différentes administrations. Et puis on est là aussi pour faire en sorte de défendre les intérêts de la profession, pour que les différents, les pouvoirs publics notamment, prennent en compte les contraintes de nos métiers, ce qui n'est pas toujours aussi facile à faire entendre. Et puis, ce qui nous motive, et c'est aussi ce que font Ophélie et Ilona, c'est d'être vraiment aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur développement. Voilà, avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème, on est à la jonction de tout ça, et puis on amène beaucoup d'expertise et de connaissances, du moins on s'attache à faire tout ça. Donc effectivement, en Normandie, c'est un peu plus de 240 adhérents, présents sur toute la Normandie, les 5 départements normands. On est loin de mes chiffres, 45. On est un petit peu, on a augmenté depuis. Il y a un problème de mise à jour? Non, je pense que c'était surtout les clients de Transrégion, parce qu'en fait, tous nos adhérents ne sont pas nécessairement clients de Transrégion Service, qui est notre société de service. Mais ils le sauront bientôt quand ils verront toute la palette des services qu'on est capable de proposer. Mais donc voilà, la fédération, c'est vraiment l'adhésion et donc un rôle de représentation. On a un peu plus de 200 adhérents sur toute la Normandie. Différents pôles d'expertise, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et puis nos présidents en Normandie sont Christophe Kunkel et Eric Moya, donc tous deux dirigeants d'entreprises de transport, PME, locales, régionales. Voilà. Donc je le disais, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais on est vraiment là pour faire en sorte que le marché soit équilibré, qu'on ait une concurrence équilibrée. Donc ça, on milite beaucoup là-dessus au niveau national, garantir la stabilité du marché, impacter sur l'environnement et puis faire en sorte que les lois et qu'on soient plus favorables au transport routier. Donc c'est un rôle de lobbying, c'est pas un gros mot, mais c'est effectivement aussi le rôle d'une fédération comme la nôtre. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des grands enjeux en termes de transition énergétique, écologique, d'attractivité des métiers. Et donc notre rôle aussi, c'est d'accompagner nos entreprises sur ces gros enjeux. Voilà.
Donc bon, là vous avez un petit aperçu de tout ce qu'on propose en termes d'animation. Donc on fait des événements, on envoie beaucoup d'informations, de communication, que ce soit au niveau national ou au niveau local. On est vraiment dans une proximité du quotidien avec nos entreprises adhérentes pour faire en sorte qu'elles soient le plus informées possible et qu'elles puissent vraiment se concentrer sur leur business, leur cœur de métier. Voilà. Donc là, vous avez les différents supports. Hein. Donc il y a une ILTR, ce qui est une newsletter qui est adressée par le National avec un récapitulatif de toutes les actualités qui touchent le secteur du transport, des flash infos quand c'est un petit peu plus urgent, et puis notamment toutes les données liées à la circulation, parce que sur la route, forcément, il y a beaucoup d'aléas. Et donc notre rôle aussi en tant que fédération, c'est d'aller chercher les informations les plus à jour et de les délivrer le plus tôt possible pour qu'on puisse anticiper les plans de transport. Enfin, vraiment, c'est un outil aussi pour l'exploitation au quotidien dans les entreprises de transport. Et d'une manière générale, on est aux côtés des entreprises pour les aider à solutionner tous les problèmes qui peuvent se poser. Alors, ce n'est pas forcément nous qui avons la réponse à tout, mais on sait aller chercher le bon interlocuteur pour solutionner une difficulté. Voilà. Là, vous avez un petit mot pour dire qu'on travaille en étroite collaboration en Normandie, mais c'est aussi au niveau du cas national, mais avec la FNTV. Hein, on a une communauté de moyens ici en Normandie et on a une association qui est commune et on mène beaucoup d'actions puisqu'on a la route en commun et beaucoup des problématiques que l'on rencontre côté voyageurs, on les rencontre aussi côté marchandises. Voilà. Et là, on va faire un focus, mais je vais laisser la place à Ophélie et Ilona qui vont vraiment mettre en avant ce que Transrégion Service, qui est notre société de service commune à la FNTR et FNTV, qui délivre des prestations de services sur 4 grandes thématiques. On fait la paye, on réalise des bulletins de paye, donc, parce que la convention collective du transport, c'est l'une des plus complexes en France. Et donc, depuis plusieurs années, on a développé cette expertise, ce savoir-faire. Et donc, on a une équipe de 5 gestionnaires de paye qui réalisent chaque mois 1500 bulletins pour le compte de nos entreprises, essentiellement des TPE, PME, qui nous délèguent ce service-là, enfin cette tâche-là, qui n'est pas forcément la plus facile quand on l'a en interne. Donc nous, on est à jour de toutes les évolutions, notamment avec le soutien d'Ophélie et d'Ilona. On fait aussi donc le conseil juridique, mais c'est ce qu'elles vont vous expliquer. La formation qui est liée à ce conseil juridique, au droit social. Et on vend aussi les documents de transport, parce qu'il y a encore un peu de papier dans le transport routier, même si on voit beaucoup de dématérialisation. Mais on propose aussi ces outils-là. Donc voilà, tout ce qui fait le quotidien d'une entreprise de transport. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, service paye, le service juridique et social et la vente de documents de transport. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je pense que voilà, l'idée c'était de vous dire un peu ce qu'était la FNTR, qu'on travaille aussi en bonne intelligence avec nos collègues des autres fédérations, ça c'est important aussi, mais on est la fédération la plus représentative et on s'efforce d'être vraiment en proximité de toutes les entreprises de transport et de porter leur point de vue dans toutes les instances pour qu'elles soient écoutées le plus possible, parce qu'elles n'ont pas le temps d'être partout. Et pour autant, leur avenir, il se joue aussi auprès de la région, auprès des collectivités locales. Et c'est notre rôle que de les représenter à ce niveau-là. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Ophélie. Enfin, je pense que ça va être vraiment le cœur de l'intervention et je pense que vous allez apprendre plein de choses. L'idée, vous verrez, je vous invite aussi à venir sur notre stand parce qu'on n'est pas loin de la Verrière. Et Ophélie et Ilona ont concocté différents jeux pour essayer de rendre un peu plus ludique cette approche du droit social qui peut être en premier abord un peu ardu. Vous pourrez venir tester vos connaissances sur justement les temps de conduite, le droit social adapté au transport. C'est une bonne façon de découvrir l'étendue des connaissances et des services qu'on peut proposer. Voilà. Merci Samuel. On peut applaudir Samuel Neuville. Merci à vous. Délégué régional Normandie de la FNTR. Et il est sous la Verrière, sous le soleil de la Verrière. Au bord de la plage. Ouais, tu es pas mal là-bas, toi. Hein. Bon, là, on va passer sur une autre phase très pragmatique, sur, je vous le disais, de la valeur ajoutée ce matin pour vous, employeurs. On va laisser la parole à Ophélie et Ilona. Qui commence? C'est Ilona, c'est à toi. Alors bonjour à toutes et à tous, donc Ilona Sénécal, je suis juriste en droit social au sein de Transrégion Service.
après avoir effectué un Master 2 en droit social à l'Université de Rouen. Donc, j'ai effectué pendant 1 an mon alternance dans l'équipe d'Ophélie l'année dernière. Et puis, je suis arrivée en tant que juriste en juillet 2024. Donc, on va vous présenter un webinaire en 2 parties. Donc, tout d'abord sur les actualités réglementaires et ensuite sur tout ce qui concerne les différentes jurisprudences qui ont été, qui sont sorties au courant de l'année. Donc, tout d'abord, on va vous présenter le compte personnel de formation. Donc, le CPF, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un compte qui est attaché à chaque personne, qui est alimenté en euros et qui permet de financer des formations professionnalisantes. Donc, il est alimenté par l'employeur à hauteur de 500 € par an et à hauteur de 800 € par an en cas de salarié handicapé. À compter du 2 mai 2024, le salarié qui va mobiliser son CPF devra donc s'acquitter maintenant d'une participation financière obligatoire. Donc c'est un reste à charge de 100 €, mais on va avoir des cas où une prise en charge peut être possible par l'employeur ou par un OPCO. Ce montant de 100 €, il va être revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages. On peut voir également qu'il y a des exceptions à tout ça, donc notamment des cas d'exonération pour les demandeurs d'emploi, pour les titulaires qui vont bénéficier d'un financement de la part de leur employeur, les titulaires qui vont bénéficier d'un financement de la part de leur OPCO, les titulaires qui vont mobiliser leurs droits dans le cadre de leur C2P et les titulaires qui bénéficient d'un abondement accident de travail et maladie professionnelle. Donc ces personnes-là seront exonérées. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que depuis le 1er janvier 2024, le CPF permet maintenant de pouvoir financer la préparation de l'épreuve théorique du code de la route, mais peut également financer l'épreuve du permis de conduire pour le groupe léger et le groupe lourd. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'ampleur par rapport à tout ça, et donc on a pu voir que beaucoup de personnes utilisaient leur CPF pour financer un permis moto. Donc face à ça, un décret a été rendu le 17 mai 2024 pour restreindre justement cette possibilité de financer les permis de conduire. Aujourd'hui, le CPF peut donc financer un permis pour un véhicule du groupe léger seulement si c'est le premier permis de la personne. Donc aujourd'hui, un titulaire du permis B ne pourra plus financer son permis moto avec son CPF et réciproquement. La seule exception qui est autorisée aujourd'hui, c'est pour le permis BE. Et si je suis coursier en moto, finalement, je fais du transport, je peux pas. Si la personne est déjà titulaire, non. Elle peut, d'accord. Même si elle justifie qu'elle a un besoin, un projet professionnel, okay. Strict, quoi. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, donc tout ce qui concerne les aides à l'alternance. On a eu un décret qui a été rendu le 28 avril 2024. Vous êtes peut-être pas sans savoir que de ces dernières années, des aides ont été mises en place par les pouvoirs publics pour les entreprises pour accueillir des apprentis. Ces aides étaient à hauteur de 6 000 €, notamment pour l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation. Et désormais, cette aide a été supprimée pour les contrats conclus après le 30 avril 2024. Donc les contrats de professionnalisation qui sont conclus à compter du 1er mai 2024 ne peuvent plus bénéficier de cette aide-là. Cette disposition, elle ne concerne pas les contrats d'apprentissage, dont la fin d'aide exceptionnelle devrait s'arrêter normalement au 31 décembre 2024. Peut-être que ce sera reconduit comme ça a été le cas pour cette année, mais on n'a pas encore de précision sur ça. Ils sont en train, je crois, de se poser de véritables questions sur les aides à l'apprentissage. Oui, tout à fait. Ça pourrait bouger. C'est ça. Mais comme il n'y a pas d'incertitude actuellement politique, évidemment, on sait où on va. Donc, bonjour à tous, donc Ophélie Mar, donc responsable juridique de Transrégion Service. Moi, je vais enchaîner la présentation avec le décret CMR. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde, le décret CMR ? On aime les acronymes. Voilà. Alors, dans le transport, ça aurait pu être autre chose, CMR. Mais donc là, pour le décret CMR, c'est agent cancérigène, mutagène et reprotoxique.
Alors, il y a un décret qui est sorti en avril 2024 et qui impose une nouvelle obligation aux employeurs, alors pas que de transport, mais aux employeurs de transport également, de lister les salariés potentiellement exposés à ces agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Alors, comment on sait que les produits dégagent ce type d'agents ? Vous avez les pictogrammes, donc comme vous voyez le petit pictogramme avec le buste et une étoile dedans. Donc ça vous donne déjà un premier indice pour savoir s'il s'agit d'agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. On va avoir beaucoup ce type d'agents dans tout ce qui est mécanique, justement. Tout ce qui va être mastic, voilà, tous les produits qui sont utilisés en mécanique, il y en a beaucoup. Et donc depuis le 4 avril, donc, il y a une obligation pour les employeurs de lister ces produits, d'identifier les produits CMR via les fiches de données de sécurité. Parce que sans ces fiches, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'agents CMR. Et donc, quand vous voyez le pictogramme, il faut également que les produits soient indiqués en H340, H350 ou H360. Donc, si effectivement vous avez ça dans vos entreprises et que vous avez des salariés qui sont exposés et qui utilisent ces produits, il faut donc les identifier, lister les salariés exposés et transmettre la liste des salariés exposés au médecin du travail, également au CSE en version anonyme si vous en avez un, et au travailleur lui-même pour qu'il sache qu'il est exposé à des agents potentiellement dangereux. Alors, le décret est paru en avril 2024, sachant qu'il y avait 3 mois pour se mettre en conformité. Donc, ça veut dire que les employeurs avaient jusqu'au 5 juillet 2024 pour justement remplir leurs obligations. Alors, on n'est pas dans des périodes propices entre avril et puis la période estivale. C'est pas toujours facile de traiter tout ça. Mais voilà, c'est une obligation qui est en place et qui est applicable depuis juillet 2024. Donc pour les employeurs qui ne l'auraient pas déjà fait, je vous conseille vivement de le mettre en place. Pourquoi ? Alors le décret ne prévoit pas expressément de sanctions. Néanmoins, on peut légitimement penser que les conséquences en cas de non-respect pourraient être de 3 sortes, notamment des sanctions pénales, des amendes, la responsabilité pénale de l'entreprise, des sanctions civiles, des indemnisations au titre de dommages et intérêts, mais également des potentielles sanctions administratives par l'inspection du travail. Donc voilà, c'est quand même une obligation qui est assez importante et qui concerne la santé et la sécurité des salariés. Donc forcément, c'est important. On pourrait reprocher donc à l'employeur, dans le cas d'une maladie par exemple d'un salarié, qui n'ait pas réalisé son obligation d'information aux salariés. Tout à fait. On pourrait même reprocher, en allant plus loin, une faute inexcusable de l'employeur. C'est une obligation qu'il a de lister ses produits et de mettre des actions de prévention en place pour justement limiter les risques pour ses salariés. Donc effectivement, s'il ne respecte pas son obligation et que le salarié développe est exposé à ces substances CMR et développe par la suite un cancer, etc., on pourrait éventuellement se retourner contre l'employeur au titre de cette obligation. Donc les conséquences peuvent être très importantes, d'où l'importance de respecter cette obligation. Alors, on vous a mis, on a fait une petite com nous là-dessus quand c'est sorti. Donc, si vous flashez le QR code, vous retombez sur la petite note CMR que nous avons fait. Donc c'est ça, ce travail de veille que vous réalisez pour vos clients, ça me paraît tout à fait essentiel de savoir ce qui se passe dans la profession, de se mettre en conformité. Et c'est vrai qu'un employeur, il a parfois d'autres sujets à traiter. Et c'est des sujets qui sont peut-être un peu loin dans son esprit. Il n'a pas le temps. Le fait de recevoir une newsletter, j'imagine que vous avez ce fonctionnement, d'envoyer un mail pour prévenir, faire de la pédagogie. Bon, ça peut quand même aider et fortement accompagner le dirigeant dans toutes ses obligations. Tout à fait. Alors, autre point important du moment, la loi de partage de la valeur. Alors, vous en avez peut-être aussi entendu parler, alors peut-être plus la PPV, la prime de partage de la valeur. Donc, il y a une loi qui est sortie en
en novembre 2023, qui a fixé une échéance pour certains employeurs, on va le voir, au 30 juin 2024. Alors, toutes les entreprises ne sont pas concernées, mais notamment les entreprises de 50 salariés ou plus qui ont au moins un délégué syndical dans l'entreprise le sont. Également les UES, donc pour faire simple, une UES, c'est plusieurs entreprises distinctes, mais qui peuvent être considérées comme une seule et même entreprise, étant donné qu'ils ont la même activité, il y a un certain nombre de définitions. Mais donc les UES de plus de 50 salariés sont également concernés par cette négociation, on va le voir. Alors, il y a également des exceptions parmi les salariés, parmi les entreprises concernées que je viens de vous dire. La négociation, donc que je vais vous expliquer au 30 juin 2024, il y avait des exceptions pour les entreprises qui avaient déjà mis en place un accord de participation ou d'intéressement qui prévoyait déjà la prise en compte des bénéfices exceptionnels. Et autre exception, les entreprises qui avaient un régime plus favorable, un régime de participation plus favorable que la loi. Donc pour ces entreprises-là, ils n'avaient pas d'obligation de négociation au 30 juin. Alors, quelle était l'obligation au 30 juin ? C'était une obligation de négociation, d'entrer en négociation avec les élus pour justement définir le bénéfice exceptionnel. Donc l'idée, c'est de dire une entreprise fait des bénéfices exceptionnels qu'il faut définir et qu'il fallait définir dans un accord. Et une fois qu'on définit le bénéfice exceptionnel, savoir l'entreprise, qu'est-ce qu'elle met en place pour ses salariés au titre d'un partage de la valeur pour redistribuer à ses salariés. Donc c'était également le fait de définir, ça pouvait être un supplément de participation ou d'intéressement, ça pouvait être également le renforcement d'un dispositif d'intéressement sous une formule plus avantageuse. Ou encore la mise en place d'une prime de partage de la valeur, l'ancienne prime Macron, la fameuse PPV. Donc tout ça devait être négocié avant le 30 juin 2024. Alors j'ai été beaucoup sollicitée au niveau des entreprises qui se réveillaient un peu fin du mois de juin en disant on n'a pas engagé, on a vu qu'on a quelque chose à faire, mais en 2 jours de temps on ne pourra pas conclure un accord. Effectivement. Alors après, c'était pas conclure un accord, c'était commencer les négociations avant le 30 juin. Donc c'était pas la peine de conclure un accord à tout prix en 2 jours. L'idée, c'était de prévoir même éventuellement ce qu'on appelle les accords de méthode, de prévoir un calendrier pour étaler justement les négociations, mais il fallait avoir engagé la négociation. C'est quoi un bénéfice exceptionnel ? Comment vous arrivez à le mesurer, ça, justement ? Alors, justement, N-1, c'est tout l'objet de l'accord et de la négociation. Justement, l'accord doit définir ce qu'est un bénéfice exceptionnel, sur quelle période, etc. Et vous avez un exemple, peut-être, de... Alors, après, ça peut être un pourcentage de chiffre d'affaires au-delà... oui, c'est souvent ça, un pourcentage. Une évolution, quoi. Voilà. Le bénéfice a évolué. C'est ça. Ok. Exactement. Ça pourrait l'être. Oui, on a au premier rang. Non, c'est très précis. Merci. Merci pour cette intervention. Alors, autre sujet brûlant du moment, les congés payés, la loi sur les congés payés. Donc ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Alors, en septembre 2023, la Cour de cassation a changé sa position en ce qui concerne les congés payés pour les salariés en arrêt maladie non professionnel. Donc ça faisait déjà plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, que la France était en non-conformité par rapport au droit de l'Union européenne. Donc le droit de l'Union européenne prévoyait que en cas d'arrêt maladie non professionnelle, les employeurs devaient quand même donner des congés payés à leurs salariés. Donc c'était pas la position française. Les salariés acquièrent des congés payés, jusqu'à cette loi, faisaient l'acquisition de congés payés uniquement, alors quand ils travaillent, bien évidemment, quand même. Ah bon? Et accident de travail, j'imagine également. Accident de travail et maladie professionnelle. D'accord. Mais donc quand un salarié était en maladie non professionnelle, dans ce cas-là, il ne faisait pas l'acquisition de congés payés. Donc
le 13 novembre 2023, la Cour de cassation a changé sa position et est venue indiquer que maintenant, les salariés en arrêt maladie non professionnel devront acquérir des congés payés. Alors, ce sont des jurisprudences qui ont fait beaucoup de bruit en septembre 2023 et qui ont beaucoup inquiété les employeurs, notamment au niveau financier, forcément, de donner des congés payés à des salariés qui sont notamment en longue maladie, qui reviendront potentiellement pas parce que ça aboutira sur une inaptitude. Après, le solde de congés est énorme. Alors, pour limiter cet impact-là, on attendait une loi, parce que donc, seule la loi pouvait réglementer et limiter les effets de cette jurisprudence. Et donc la loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Que dit la loi ? Que dit la loi ? Alors, le principal apport de cette loi, c'est le fait que les salariés en arrêt maladie non professionnelle maintenant acquièrent des congés payés. Alors, un salarié qui travaille tout un mois acquiert 2,5 jours de congés payés quand vous êtes en ouvrable, 2,08 si vous êtes en ouvré. Là, un salarié en maladie tout le mois fera l'acquisition de 2 jours, non pas 2,5 jours comme si que vous travaillez, mais 2 jours de congés. Alors, c'est quand même une limitation. On n'est pas au même titre qu'un salarié qui travaillerait 2,5. On est sur 2 jours. Donc, c'est vraiment l'apport principal de cette loi. Alors, quand on dit ça, ça a inquiété également les employeurs parce qu'on se dit, même si c'est pas 2,5 jours, au final, c'est quand même 2 jours. Potentiellement des salariés, on va le voir après avec la prescription, mais qui seraient en arrêt maladie depuis des années et des années, ils continuent de faire l'acquisition de 2 jours par mois. Et à la fin, ce seront des jours qui devront être payés avec le solde de tout compte. Donc financièrement, pour les entreprises, c'est une vraie problématique. Ça l'est toujours, on ne va pas se mentir. Néanmoins, la loi a quand même prévu des garde-fous, on va dire, avec un système de report qui va permettre de supprimer au fur et à mesure du temps les congés payés. Alors, il y a un délai de report. Le délai de report, c'est 15 mois. La difficulté, c'est de savoir quand est-ce que ce délai de report débute et quand est-ce qu'il se lance. Donc, il y a plusieurs cas, notamment, donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, donc il y a 3 principaux cas. Si les congés payés ont été acquis avant l'arrêt maladie et qui n'ont pas pu être posés sur la période de prise prévue, dans ce cas-là, le délai de 15 mois ne va pas partir automatiquement. Il faudra que l'employeur informe son salarié lors de sa reprise. Il aura 1 mois pour informer le salarié que le salarié a tant de congés au titre de la maladie et qu'il a 15 mois pour les prendre. Tant que l'employeur n'informe pas le salarié, le délai de 15 mois ne court pas. Donc, il va continuer à avoir ses congés payés et ils ne seront jamais supprimés. Vous avez un autre cas. Donc, les congés payés sont acquis pendant la période de référence et l'arrêt est d'au moins 1 an à la fin de la période d'acquisition. Donc, la période d'acquisition des congés payés, on est en général sur 12 mois. À la fin de votre période d'acquisition, vous faites le point. Si le salarié a été absent toute la période, les 12 mois, à la fin de la période, dans ce cas-là, le délai de report des 15 mois va partir automatiquement. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il ait été absent sur toute la période. Donc là, l'employeur n'a pas à faire d'information. Le délai de 15 mois part tout seul. Et au bout de 15 mois, si le salarié n'est toujours pas revenu et est toujours en arrêt maladie, ce premier solde de 24 jours, parce que donc vous l'aurez compris, on a dit c'est 2 jours par mois, absent sur 12 mois, forcément ça fait 24 jours par an. Donc les 24 jours, il a été absent toute la période d'acquisition. Si 15 mois après, il ne revient pas, il est toujours en arrêt maladie, les 24 jours sont supprimés. Et ça fait ça purge tous les 15 mois automatiquement. Donc un salarié qui ne serait pas là pendant des années et des années, tous les 15 mois, il y aura un système de purge des congés payés acquis 15 mois auparavant. Donc c'est en ça que ça vient quand même limiter pour les employeurs le coût financier, on va dire, des congés payés. Je pense.
Autre cas, alors il y aura des prud'hommes, hein, c'est ce qu'on vient de dire dans le public et tu as répondu. On va le voir après par rapport à la prescription également. Et un autre cas, donc un salarié qui est en arrêt maladie pendant la période, mais là cette fois-ci n'a pas été absent toute la période. Autant le cas précédent pour le délai automatique, on a dit qu'il fallait qu'il soit vraiment pas là toute la période, donc 24 jours 12 fois 2. Là, il est absent, mais seulement une partie de la période d'acquisition. Donc, on est sur le premier cas. Il n'y a pas de délai qui va partir automatiquement. L'employeur devra informer son salarié un mois après, enfin, dans le mois qui suit sa reprise. Sinon, le délai de 15 mois ne courira pas. Oui, on le voit, hein, c'est quand même des systèmes assez complexes qui nécessitent de la réflexion, du temps passé. Et c'est vrai qu'un employeur qui n'a pas un service structuré, il ne peut pas s'en sortir. C'est complètement impossible. Et c'est là où vous entrez en action. Vous êtes véritablement un partenaire parce que là, en quelques minutes, je me suis tout de suite confronté à ça. Je me dis, mais non, ça paraît extrêmement compliqué tout ça. C'est vrai qu'en plus cette loi est particulièrement complexe, hein, on va pas se mentir, même nous qui sommes dans le domaine juridique, c'est pas une loi qui est simple. Je pense qu'ils se sont bien structurés à l'esprit. Y a-t-il des lois simples là, déjà Il y en a plus ou moins, ouais. Enfin, c'est plus ou moins simple, mais celle-ci est particulièrement complexe. Ouais. Et donc c'est vrai que ça permet aux entreprises de simplifier un peu les choses et puis de les aiguiller dans le conseil à leur donner. Alors, pour revenir au contentieux, très important, effectivement, donc la loi est entrée en vigueur en avril 2024. Quid de la rétroactivité? Donc, ça, c'est pareil, c'est une disposition qui a fait beaucoup de bruit parce que la loi est venue indiquer qu'il pouvait y avoir une rétroactivité jusqu'au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc, quand les employeurs ont vu ça, 2009-2024, ça fait un petit bout de temps quand même. Wow. Alors, mais avec le système de report que j'ai expliqué juste avant, au final, quelqu'un qui serait en arrêt depuis 2009 jusqu'à ce jour, tous les 15 mois, ses congés payés sont supprimés. Donc ça vient quand même limiter. En général... Il y a donc un peu plus de 12 mois d'acquis de toute manière, quoi qu'il en soit. Oui, en général, il y a à peu près 3 ans. Pas plus de 3 ans si vraiment il y a eu... sauf s'il y a des reprises, en fait. C'est ça qui peut être... s'il y a... je sais pas, 6 mois d'arrêt maladie par période d'acquisition avec des reprises tous les 6 mois. Ça pourrait, dans ce cas-là, ça pourrait remonter loin parce que y a toujours l'employeur n'a pas fait son information parce que par définition, en 2009, il n'y avait pas cette loi, donc il ne pouvait pas. Donc, oui, quoi qu'il en soit, de toute manière, ça alourdit le solde de tout compte. Oui. Alors, donc ça c'est une chose, la rétroactivité, même si voilà, je pense qu'il ne faut pas se faire un focus de dire oh mes salariés vont pouvoir remonter jusqu'à 2009. Non, il y aura le système de report. La plupart du temps, les salariés ne font pas 6 mois d'arrêt, 6 mois de travail, de façon régulière. Alors concernant la forclusion de l'action en justice, alors on parle de forclusion pour les actions qui sont engagées pour des salariés qui sont déjà en poste. Alors, pour les salariés qui sont déjà en poste, ils peuvent remonter, donc ils pourront intenter une action pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Ça veut dire que pour les salariés qui sont déjà en poste, ils pourront faire une demande de rappel de congés payés au titre d'une maladie non professionnelle qu'ils n'auraient pas eue jusqu'au 24 avril 2026. Passé cette date, de toute façon, pour les salariés en poste, ils ne pourront plus faire de demande. Pour les salariés qui ont déjà quitté l'entreprise ou qui quitteront l'entreprise plus tard, eux seront soumis non pas à un délai de forclusion, c'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un délai de prescription qui est la prescription classique en matière de salaire quand vous saisissez les prud'hommes, qui est de 3 ans. Donc les salariés qui ont quitté l'entreprise, qui veulent demander un rappel de congés payés, pourront remonter 3 ans en arrière à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Alors attention à ça, par rapport à la prescription, vous pouvez décider de tenter une résolution amiable, on va dire, avec votre employeur, mais de toute façon, le délai de prescription,
ne courira qu'à compter de la saisine du Conseil de prud'homme. Donc si vous engagez des négociations amiables sans saisir le Conseil de prud'homme pendant plusieurs mois, la prescription ne commencera pas à courir à cette date. Eh bien, c'était une information importante à saisir tout de même. Voilà. On va continuer avec les actualités jurisprudentielles, donc les décisions de justice pour la plupart de la Cour de cassation. Donc je laisse... Non, c'est toujours moi. Donc, tu voulais passer le flambeau à Yona. Je continue la présentation. Donc, un arrêt important du 16 novembre 2023 de la Cour de cassation. Donc, dans cette affaire, un conducteur routier a passé la nuit aux urgences pour son enfant. Il revient le matin, il informe son employeur qu'il est fatigué parce qu'il a passé la nuit aux urgences et l'employeur décide quand même de l'envoyer sur sa tournée et pas de chance, il a un accident du travail. Alors, le salarié va saisir les juridictions et notamment va demander la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. La Cour de cassation a admis cette position en indiquant qu'effectivement l'employeur était coupable d'une faute inexcusable parce que le salarié a prouvé son état de fatigue à l'employeur. Il lui avait dit qu'il avait passé la nuit aux urgences. Il lui avait même fourni une attestation, une ordonnance médicale. Que la Cour a souligné que le poste de conducteur c'était un poste d'une vigilance où il fallait une vigilance particulière forcément, étant donné qu'on est sur la route, et que peu importe que le salarié n'avait pas exercé son droit de retrait. Donc ça c'est intéressant aussi parce que le salarié au final a dit à son employeur le matin qu'il était fatigué, qu'il avait passé la nuit aux urgences. Néanmoins, il se sentait de conduire parce qu'il a pris la route. Il a une forme de responsabilité aussi. On aurait pu penser ça. Et c'était l'argumentaire de l'employeur, mais c'est pas passé. Donc l'employeur a été condamné au titre de la faute inexcusable parce qu'il avait simplement été averti que son salarié était fatigué parce qu'il avait passé la nuit aux urgences. Donc attention. Dans ce type de situation, soyez vigilants, notamment si vous avez des écrits, des mails de salariés qui vous indiquent je me sens pas bien, je suis super fatigué, vaut mieux lui proposer, lui indiquer, lui conseiller vivement de poser un jour de congé, un jour de repos sur cette journée s'il ne se sent pas de venir travailler, parce qu'au final, ce sera à vous en tant qu'employeur qu'on reprochera le fait de ne pas l'avoir stoppé et de lui avoir fait prendre la route, sachant que les conséquences pour la faute inexcusable sont quand même très très importantes. Oui, alors pour la petite anecdote, dans cette affaire-là, de mémoire, la CPM n'avait pas admis. La CPM au début n'avait pas admis, il a fait des recours et finalement ça a été admis. Ouais. Oui. Effectivement. Et si le salarié est fatigué parce qu'il a fait la fête hier soir sur le salon Expert Trans, même conséquence ou pas? On pourrait se poser la question. Oui. Parce que le motif, quelque part, urgence, on comprend humainement. D'ailleurs, on a toutes et tous ici passé au moins une nuit aux urgences. On peut comprendre pour le coup le salarié. Mais est-ce que justement la Cour a été dans le détail du pourquoi ou pas? On ne sait pas, non. Non, donc effectivement... Il a prévenu que... Oui, il y avait une ordonnance, alors effectivement, c'est plus légitime de dire on vient pas travailler parce qu'on a passé la nuit aux urgences avec son enfant que de dire qu'on a fait la fête toute la nuit. Oui, parce que là, nous, on fait pas d'ordonnance pour ceux qui ont fait la fête hier soir. Hein. Mais effectivement, il y a toujours... on peut se poser la question et je pense que ça pourrait effectivement être admis, mais c'est un peu compliqué également parce que dans ce cas-là, tous les salariés qui font la fête régulièrement, et ça veut dire que non, t'as fait la fête, donc je te fais pas conduire. Donc c'est compliqué de gérer l'emploi du temps personnel de chaque salarié pour son activité personnelle. Mais faut faire attention. Je suis pas certain que les clients finaux
acceptent ce genre de... Je ne pense pas. Après, excuse. Je pense qu'il faut être, comme je disais tout à l'heure, très attentif, notamment aux écrits, parce que ce sont des éléments de preuve qui pourront ressortir dans les dossiers. Et si vous avez vraiment un mail ou un SMS d'un conducteur qui indique je suis vraiment cuit et je me sens vraiment pas de prendre la route, dans ce cas-là, il vaut mieux pas tenter, même si le motif malheureusement c'était moins noble que aller aux urgences. Mais je pense que voilà, ce type d'information, c'est quand même essentiel pour nos amis employeurs, dirigeants dans le transport, parce que si on raisonne basiquement, on ne va pas forcément penser qu'on peut avoir des soucis suite à ça. Effectivement. Il y a une question ? Vous avez raison, parce que pour les congés payés, il y a un délai d'1 mois pour que l'employeur puisse imposer. Forcément, il ne va pas lui dire tu poseras dans 1 mois alors qu'il est pas bien ce jour-là. Après, je pense qu'il faut faire aussi des écrits. Toujours, c'est ce qu'on vous conseillera toujours, de la preuve. On ne peut pas imposer un congé payé, mais de faire un écrit aux salariés comme quoi on te conseille fortement de poser un congé payé. Après, dans le transport, on a ce qu'on appelle les systèmes de repos compensateur, repos trimestriel. Alors la pause est un peu plus délicate. Normalement, c'est quand même à l'initiative du salarié, mais en pratique, on sait les employeurs impose aussi les repos trimestriels. Donc à mon sens, il y a un peu moins de risque de poser un repos trimestriel que d'imposer un congé payé. S'il ne le fait pas, il est en absence injustifiée ? Oui. S'il ne se présente pas à son travail et qu'il n'a pas qu'il ne pose pas de CP. Même s'il prévient qu'il est fatigué, quoi. Oui, après on peut considérer que c'est une absence autorisée, on l'autorise à partir, mais s'il veut rien poser, il ne sera pas payé, effectivement. Bon, on est d'accord, ok. Monsieur. Je rebondis sur l'origine de la fatigue. Dans l'exemple effectivement que tu as donné, la personne, le salarié, a été empêché. Dans l'exemple de Frédéric, le salarié a fait la fête la veille. Je pense que la Cour de cassation, dans ces situations-là, prendra l'origine de l'empêchement et se penchera sur la question de la force majeure. Est-ce que l'empêchement est dû à une force majeure? Dans le cas jugé par la Cour de cassation, oui, il n'y a pas de doute. C'était imprévisible, c'était irrésistible. Et il ne pouvait pas faire autrement que d'assister son enfant donc, aux urgences. Dans le cas de la fête, ça n'a rien d'imprévisible, hein. ni d'irrésistible. Auquel cas, ce sera certainement écarté par la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est sûr, après oui, la force majeure, ça pourrait être invoqué, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de jurisprudence au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur qui nous font douter en fait. On est quand même sur une reconnaissance et une responsabilité de plus en plus importante malheureusement. Enfin malheureusement ou heureusement, c'est une façon de voir les choses. Tout dépend dans quel cas on se situe évidemment. Merci. Je laisse la parole à Ilona. Alors le 29 février 2024, la Cour de cassation s'est exprimée en matière d'accident de trajet. Donc un accident de trajet, c'est un événement qui va être soudain et imprécis, imprévu, qui cause un dommage corporel à une personne. Donc c'est un accident qui va se produire soit entre la résidence et le lieu de travail, soit entre le lieu de travail et le lieu de restauration du salarié. Donc en l'espèce, on avait un salarié qui a été victime d'une chute alors qu'il était en train de déneiger sa voiture avant de partir au travail. La CPAM a refusé de prendre en charge cet accident comme un accident de trajet et donc le salarié a saisi les juridictions de sécurité sociale pour faire un recours. Donc la Cour de cassation, elle, a considéré que c'était bien un accident de trajet car le salarié partait au travail, c'était une opération préparatoire avant de partir, donc il était bien en train de déneiger sa voiture avant de partir à son travail, et les horaires coïncidaient bien avec son départ habituel pour aller sur son lieu de travail. La Cour de cassation, elle rappelle alors que l'accident de trajet impose que la victime se trouve bien sur le trajet pour se rendre à son travail, ce qui est le cas donc d'un salarié qui va quitter sa résidence et les dépendances de celle-ci pour s'y rendre.
Le 29 mai 2024, donc là il y a eu un arrêt intéressant qui a été rendu par la Cour de cassation également. On avait un salarié qui exerçait des fonctions de DRH et qui avait une relation amoureuse avec une salariée qui, elle, détenait des mandats sociaux, syndicaux et de représentation du personnel. C'est une relation qui a duré plusieurs années et le salarié n'en avait pas informé son employeur. La Cour de cassation, elle, a considéré que cette situation créait un conflit d'intérêts pour l'entreprise, notamment parce que la salariée participait à des réunions qui étaient présidées par le DRH et qui abordaient des sujets sensibles comme des plans sociaux. Donc elle a considéré que le fait pour le salarié de cacher cette relation-là à l'employeur était contraire à son obligation de loyauté et constituait donc une faute grave. Donc le salarié a été licencié pour faute grave, justement parce qu'il avait une relation cachée avec une représentante syndicale. Pendant combien de temps? 2 ans, c'est ça? Ils ont réussi à cacher ça? 2 ans? J'ai pas le détail, mais je crois que ça a duré pas mal de temps. Plusieurs années. Comment est-ce possible? Le 19 juin 2024, la Cour de cassation s'est également prononcée pour la première fois à notre connaissance en ce qui concerne les effets d'une rupture conventionnelle qui est annulée lorsque cette nullité est imputable au salarié. Donc, en l'espèce, on avait un salarié qui a demandé une rupture conventionnelle à son employeur pour changer de carrière, mais l'employeur s'est rendu compte qu'en fait, le salarié avait secrètement créé une entreprise concurrente avec d'autres collègue à lui qui était parti de l'entreprise. L'employeur a estimé que le salarié avait dissimulé ce projet puisqu'il ne lui en avait pas parlé, ce qui aurait donc vicié son consentement et a considéré qu'il y avait donc eu un dol de la part du salarié. Donc le dol, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre personne par des mensonges ou des manœuvres frauduleuses, ou bien une dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère important pour cette personne. La Cour de cassation s'est prononcée et selon elle, le dol du salarié, s'il a été déterminant pour le consentement de l'employeur, entraîne bien la nullité de la rupture conventionnelle et celle-ci étant alors imputable au salarié va provoquer les effets d'une démission. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, notamment dans le cas d'une création d'entreprise, ça peut être un peu pénalisant. Ouais. C'est ça. C'est ça, 4 mois, je crois qu'il y a 4 mois de non-indemnisation, ça c'est clair, et passage en commission pour obtenir éventuellement indemnisation. En gros, ça fait réfléchir un peu plus. Alors, autre jurisprudence intéressante qui est sortie donc, le 10 juillet 2024 sur le dépassement du crédit d'heures de délégation. Alors, les heures de délégation, ce sont des heures dont disposent les élus du CSE, notamment les délégués syndicaux. Donc, les élus, principalement les élus CSE, disposent d'un volume d'heures de délégation en fonction du nombre d'élus dans l'entreprise. Donc, ils ont un crédit défini. Et ils ont le droit d'utiliser ces heures pour exercer leur mission. Là, dans l'affaire, un élu avait dépassé son crédit d'heures de délégation. Alors la conséquence au niveau des heures de délégation, c'est qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif. Donc c'est-à-dire que le salarié qui est en heures de délégation pour le CSE ne perd pas en rémunération. Il est payé par l'employeur au même titre qu'il aurait travaillé. Donc il ne perd pas de salaire. Et là, en fait, le salarié avait été indemnisé par l'employeur alors qu'il avait dépassé son crédit d'heure. Alors vous me direz, l'employeur avait qu'à suivre le crédit d'heure et puis se rendre compte que le crédit était dépassé. Là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'employeur s'est rendu compte, après avoir payé les heures au titre des heures de délégation aux salariés, que les heures qu'il avait indemnisées étaient des heures au-delà du crédit d'heure. Donc il a saisi les juridictions et la Cour de cassation est venue indiquer que l'employeur pouvait se faire rembourser de ces heures qui avaient été indûment payées. Alors la Cour s'est appuyée sur le paiement indu. Voilà, on peut réclamer quelque chose quand on a donné quelque chose qui n'était pas dû.
Donc la Cour s'est appuyée là-dessus en disant qu'il pouvait récupérer le remboursement de ces heures de délégation prises au-delà du crédit d'heures de délégation. Néanmoins, il faut toujours respecter donc la limite de la retenue sur salaire. Forcément, admettons que ça a duré des années et des années, que l'employeur s'est rendu compte de X heures de délégation payées en trop. Il ne va pas lui enlever 2000 € de son salaire d'un seul coup. Donc il y a des limites qui sont prévues par la loi et notamment des retenues sur salaire avec un certain pourcentage sur le salaire chaque mois. Mais donc la retenue peut être pratiquée. Autre apport de cette décision, c'est le fait que la Cour est venue indiquer qu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de saisir le juge pour pratiquer cette retenue. Il pouvait le faire de lui-même. Donc maintenant, pour les autres, ils sauront que c'est pas la peine d'aller en justice pour récupérer ces heures de délégation. Ils pourront le faire directement sur le bulletin. Mais voilà, c'est aussi un apport de cette décision. Oui, alors les heures de délégation, comment ? Oui, alors les heures de délégation ne sont pas prises au mois le mois. Ça peut se prendre sur les 12 mois, sur 12 mois consécutifs. Donc au final, si un mois c'est pas pris, ça peut être reporté sur l'autre. Par contre, il y a cette limite de 12 mois où si c'est pas pris, c'est pas pris. Ça dépend de l'effectif. Ou, admettons effectivement que l'effectif vous déclenche 20 heures au mois, vous aurez 20 heures tous les mois. Sur 12 mois, il faudra les prendre au cours des 12 mois. Alors ça, par principe, oui, ce sont les heures au titre du CSE, mais vous pouvez avoir des particularités quand vous négociez votre protocole d'accord préélectoral. Donc quand vous avez vos élections CSE avec des élus qui se présentent, la première chose, c'est de négocier un protocole d'accord préélectoral. Ou s'il n'y a pas les syndicats ne se présentent pas, dans ce cas-là, vous passez par décision unilatérale. Mais vous pouvez justement prévoir un volume global pour tous vos élus CSE et qu'après, ils s'organisent. Voilà. D'accord. Des heures de délégation ? Alors, c'est une bonne question. Alors, beaucoup d'entreprises pratiquent ce qu'on appelle les bons de délégation. Qui en gros le salarié qui est en délégation indique qu'il prend une heure tel jour. Mais c'est de l'information. Les bons de délégation, il ne faut pas que ce soit trop poussé parce que l'employeur ne doit pas avoir un contrôle précis sur ce que fait le salarié parce qu'il est soumis à la confidentialité. Néanmoins, il faut quand même qu'il sache, lui, pour s'organiser au niveau de son activité, que tel salarié est bien en délégation ou travaille. Non, on informe uniquement, on ne dit pas, voilà je vais faire ça. Vous êtes en ordre de délégation de temps à temps. Oui. Là, on passe dans le conseil. Alors, la loi ne fixe pas de délai de prévenance. Après, forcément, plus vous préviendrez tôt, plus il y aura moins de désorganisation de l'entreprise. Ouais. Après, il y a certains sujets qui ne préviennent pas non plus. Quand vous êtes élu CSE, parce que une partie des missions du CSE reprennent les fonctions des délégués du personnel, qui concernent notamment les problématiques avec les salariés pour défendre les salariés. Parfois, il va y avoir un litige, et là, vous allez devoir intervenir tout de suite. Il y a des choses qui sont un peu plus prévisibles. Dans ce cas-là, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, forcément, plus vous préviendrez tôt, mieux ce sera. Après, il y a des choses qui peuvent pas être prévues à l'avance et que l'employeur peut comprendre que ça pouvait pas être programmé. Mais forcément, en dehors de vos missions CSE, vous êtes salarié, donc l'idée c'est de faire fonctionner correctement votre entreprise. Donc pas de délai de prévenance obligatoire, mais du bon sens, une fois de plus dans le sens de l'entreprise. Ouais. C'est d'ailleurs souvent comme ça que si on pouvait mettre du bon sens un peu partout, ce serait pas mal. Voilà. On enchaîne. De rien.
Alors, dernière jurisprudence, donc une jurisprudence du 10 juillet 2024, où il y a eu la reconnaissance d'un accident du travail grâce à un enregistrement obtenu de façon déloyale. Alors ça, c'est aussi un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, parce qu'avant, quand vous saisissiez le Conseil de prud'homme, vous ne pouviez pas prouver ce que les faits que vous souhaitez prouver par des preuves considérées comme déloyales. Alors ça, c'est une position qui a changé depuis déjà plusieurs mois, et donc l'arrêt de juillet 2024 en est une illustration. Donc là, dans cette affaire, un salarié avait utilisé un enregistrement sonore à l'insu de son employeur pour prouver des violences verbales et physiques. Et donc, la Cour de cassation avait considéré forcément que c'était une preuve déloyale. Ça a été enregistré à l'insu de l'employeur, donc ça ne fait nul doute. Néanmoins, la Cour de cassation a quand même admis la recevabilité de cette preuve, bien que déloyale, elle est recevable en justice, étant donné que c'était la seule façon de prouver ce que le salarié avançait. Donc là, on est vraiment depuis plusieurs mois sur un bouleversement au niveau de la charge de la preuve, parce que voilà, quand vous saisissez les prud'hommes, forcément on vous croit pas sur parole, que ce soit côté employeur ou salarié, vous devez prouver ce que vous avancez. Et là, on va admettre des modes de preuve qui anciennement n'étaient pas admis parce qu'ils étaient considérés comme déloyales. Et aujourd'hui, donc, c'est considéré comme déloyal, mais néanmoins c'est recevable si c'était la seule façon de prouver ce qu'on apporte. Alors, ça reste bien une condition. Il faut que ce soit la seule façon de prouver ce qu'on voulait. S'il y avait une autre façon, cette loyale, de prouver les faits, forcément, la preuve déloyale ne sera pas admise. Mais voilà, c'est dans le cadre de violences verbales et physiques. En général, si on dit on enregistre, vous pouvez y aller, c'est assez rare que ça se présente. Hein. Mais c'est quand même une évolution importante. Ouais. Oui, également, ouais. De tout ce qui veut. Oui, tout à fait. Tout à fait. Par rapport aux enregistrements vidéo, ça c'est aussi important. Alors, avec tout ce qui est RGPD, maintenant les entreprises sont de plus en plus au fait de ça. Mais voilà, il y a un certain nombre d'obligations, avec notamment le fait que ce soit affiché, que les salariés, même pour tout ce qui est site ouvert au public, qu'ils sont filmés. Ça peut être aussi des clauses dans le contrat de travail pour bien prévenir que, attention, les salariés sont filmés. Mais effectivement, c'est aussi un mode de preuve, la vidéo, que ce soit des enregistrements sonores ou des enregistrements vidéo qui pourront servir de preuve. On n'est pas prêt de voir les téléphones mobiles disparaître, parce que ça devient de véritables outils. Bon, j'espère que déjà notre panorama réglementaire et jurisprudentiel vous aura plu et vous aura intéressé. Alors n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Donc on est dans la Verrière, juste à l'angle de la Verrière. Sous le soleil. Voilà. Alors on vous a mis nos prestations, donc si vous scannez le petit QR code, sachant que à notre stand on a également des cartes avec ces QR codes que vous pourrez prendre pour l'avoir et le scanner plus tard. Au niveau de notre fonctionnement, donc comme Samuel l'avait dit en introduction, donc nous on représente le service juridique de Transrégion, donc on accompagne les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs. Alors, on fonctionne avec 3 formules au niveau du service juridique. Une formule hotline juridique qui est à 300 € par an quand vous êtes adhérent FNTR ou FNTV. Et ça vous permet d'avoir accès à du conseil, accès à nous, en illimité dès lors qu'on ne rédige pas d'acte. Donc, on vous conseille en illimité pour les adhérents à 300 € par an ou 600 € pour les non-adhérents FNTR, FNTV.
Et ça vous donne droit également aux tarifs préférentiels. Donc là, c'est des prestations supplémentaires, mais avec des tarifs quand même préférentiels. Et les deux autres formules comprennent cette même formule de base, donc du conseil illimité et l'accès que ce soit par mail, par téléphone, pour qu'on vous prodigue du conseil, mais avec en plus des crédits de prestation déjà inclus à utiliser dans nos prestations. Donc par exemple, pour la formule 2, assistance juridique au quotidien, pour les adhérents FNTR, donc elle est à 1020 de toute façon, mais après c'est le crédit qui va changer pour les adhérents et pour les non-adhérents. Donc pour les adhérents, ils auront 800 € de crédit inclus dans les prestations. Donc les prestations, vous le verrez si vous scannez le QR code ou si vous venez nous voir sur le stand, mais voilà, c'est très 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 varié. Ça va de l'embauche, donc du contrat de travail aux procédures de rupture, en passant également par les procédures de recouvrement de créances, des factures impayées, et plus particulièrement sur le droit des transports. Et donc la dernière formule donc à 2000 €, mais avec pour les adhérents 2300 € de crédit de prestation inclus. Les anges gardiens, Ophélie Mar, Ilona Sénécal de chez Transrégion. Quelque chose d'autre à ajouter? Pendant qu'on y est, par rapport à nos prestations, on a développé donc un logiciel d'audit social propre aux entreprises de transport routier de marchandises. Donc ça fait plusieurs mois, ça va faire 1 an qu'on travaille dessus. Et donc c'est vraiment un bel outil qui permet de détecter les conformités, surtout les non-conformités des entreprises de transport routier de marchandises pour le moment. Donc ça va être développé également côté voyageurs. Mais voilà, c'est un bel outil parce que au final aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel d'audit social pour le transport routier. Étant donné qu'il s'agit d'un domaine d'activité où il y a de nombreuses dérogations, pour ne pas dire que des dérogations, au final, si vous prenez un logiciel d'audit généraliste, vous serez en non-conformité partout, alors que ce ne sera pas forcément le cas. Donc là, le fait qu'on ait développé notre propre outil va vraiment vous permettre de savoir où vous vous situez dans votre entreprise, pouvoir mesurer les risques et avoir un plan d'action pour redresser tout ça pour le futur. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Tout ça a été vraiment très très clair. Merci Ophélie, merci Ilona et merci Samuel Neuville, j'allais dire directeur, mais qui s'est délégué, en tout cas sur le territoire Normandie, délégué FNTR, délégué régional. Merci public. L'occasion également de vous rappeler que cet après-midi, on enchaîne avec une conférence pour 15 h sur le recrutement, promotion de la branche transport et possibilités de carrière. Ça va être un moment aussi très très important. Le recrutement, évidemment, c'est un sujet pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de filières, mais en particulier aussi dans la branche transport. Donc rendez-vous ici sur ce plateau à 15 h pour la deuxième conférence du jour sur le recrutement. Merci à vous.